Mercredi, nous avons fait une action, nous avons tous participé à une action collective, éphémère, devant le ministère de la Santé. Et j'ai été mis 24 heures en garde à vue de façon... Ne vous inquiétez pas, je suis vivante, je suis debout. J'ai beaucoup plus de peine pour tous nos collègues qui sont suspendus sans salaire et qui n'ont plus le droit d'exercer. Je pense que cette garde à vue, ça ne nous intimide pas du tout et ça nous rend même plus forts et plus déterminés. J'ai entendu que vous avez subi beaucoup de pression et du coup vous avez pris une décision. Oui, j'ai subi beaucoup de pression, je ne sais pas si le mot est juste, mais il y a un déchaînement de haine dans cette crise qui maintenant pose un vrai problème. Moi je refuse d'alimenter la bête médiatique française qui est devenue folle et qui donc quand la bête est devenue folle, elle est dangereuse. Et donc à partir de maintenant, si vous voulez, il faut porter le débat sur les bonnes sphères. Et la première bonne sphère, c'est la sphère politique. C'est pour ça que je suis candidat aux législatives. Je vais être candidat à une élection législative pour me présenter à l'élection de député en France. Voilà. Et est-ce que dans ce cas-là, vous avez déjà eu beaucoup de soutien du peuple? On a des comités de soutien déjà dans plusieurs circonscriptions. Des gens veulent qu'on se présente, que je me présente, parce qu'ils considèrent que leur voix n'est plus entendue. Il y a une rupture aujourd'hui entre le peuple et les élites. Les médias déforment finalement la parole des populations. Ça s'était déjà passé au moment des Gilets jaunes, ça continue aujourd'hui. Il faut rétablir du lien direct. Et donc l'urgence, elle est d'aller voir les gens chez eux, d'être reçus chez eux, d'aller écouter. Il faut maintenant passer à la phase, on a beaucoup entendu parler. Maintenant, il faut se taire et écouter les gens. L'important, c'est pas moi, c'est les gens. Et donc, vous êtes un avocat, c'est-à-dire beaucoup de monde comptait sur vous de défendre leurs droits. Ah mais je ne quitte pas mon métier d'avocat pour l'instant. Je suis à la tête d'une équipe de 15 personnes qui continue de faire ce qu'elle sait faire, continue d'accompagner les gens. Mais moi, si vous voulez, à titre personnel, je continue la lutte. Parce que ce pass sanitaire et ce qui vient de se passer va finalement entrer dans les mentalités. D'ailleurs, aujourd'hui, un secrétaire d'État l'a dit, que c'est entrer dans les mentalités et que donc ça va pouvoir durer. C'est une nouvelle sphère sociale qui s'ouvre et je ne peux pas l'accepter. Et il faut effectivement que les Français soient au courant de ce qui se passe et il faut qu'ils choisissent de savoir s'ils veulent des représentants qui soient soumis ou des représentants qui résistent. Je fais partie des représentants, je l'espère, qui résistent. C'est-à-dire que concrètement, je leur propose un choix maintenant qui est de dire il faut que je me présente pour que vous puissiez élire des gens qui n'acceptent pas cette société. Et vous pensez qu'avec votre nouvelle fonction, en tout cas pour l'avenir, si c'est le cas, vous pensez que ça peut vraiment jouer plus, vous pouvez avoir plus de force pour se battre? Moi, ce que je sais, c'est que je sais de quoi je parle. Et qu'aujourd'hui, la défense, c'était mon métier, ça reste mon métier, et que finalement, le politique, vous savez, il a ceci de commun avec l'avocat, c'est qu'il est au service. C'est le défenseur. Alors évidemment, moi en tant que défenseur, je sais ce que ça veut dire, mais le problème des hommes politiques, c'est que la défense, ils savent plus ce que c'est. La défense des faibles, des opprimés, la défense des gens qui sont des minorités. Aujourd'hui, parce qu'on est une minorité, on devrait être laissé pour mort. Mais la politique, c'est défendre les minorités. L'honneur de la politique, c'est de défendre les minorités persécutées. Et moi, mon engagement, il est à un moment donné de laisser une voix aux minorités. Aujourd'hui, c'est un peu moins nombreux, non, par rapport aux participants? J'en sais rien, si on est plus nombreux ou moins nombreux. Ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est les Français et d'aller à leur rencontre. Ce qui m'intéresse, c'est les soignants. Ça fait 20 ans que je les accompagne. Vous savez, avant de me lancer dans ma carrière pour les soignants, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris 1 an de ma vie et j'ai fait le tour de France, des hôpitaux et des libéraux. Parce que comment pouvais-je exercer en droit de la santé? J'avais une formation universitaire en droit de la santé, mais si on ne comprend pas les hommes, on est des coquilles vides en fait. Il faut aller à la rencontre des gens pour comprendre ce que vivent les professionnels de santé, la souffrance qui est la leur.
il faut aller à leur rencontre. Pareil pour l'immigration. On vous parle de l'immigration, mais je ne connais pas l'immigration, moi. Moi, je connais des gens. Je connais des gens qui souffrent dans leur chair avec des problèmes et c'est eux qu'il faut aller rencontrer. Et le problème du politique aujourd'hui, c'est que vous avez d'un côté les hommes politiques à Paris avec leurs certitudes et de l'autre le peuple qui, lui, est partout en France et ne se sent plus représenté par personne. Et bien ça, il faut que ça change. Moi, j'ai fait le tour de France pour aller voir les soignants. J'ai fait le tour de France, j'ai pris 1 an de ma vie. Ensuite, j'ai pris un autre 1 an de ma vie pour aller voir les soignants à l'étranger, en Israël, aux États-Unis, partout. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai acquis une connaissance universitaire, mais j'ai acquis une connaissance de l'homme. Et ce qui manque en politique, c'est la connaissance de l'homme. Et du coup, c'est quoi votre prochaine étape, action qui est prévue? Oh, ma prochaine action déjà, ça va être dans les quelques jours qui viennent de dévoiler où est-ce que je me présente et d'aller à la rencontre des habitants, d'ouvrir là-bas un QG de campagne. On va créer une dizaine d'emplois sur place. Il n'y a pas de bénévoles chez moi, il n'y aura pas de bénévoles, on salariera les gens qui travaillent pour moi seront payés dignement. Ce n'est pas parce que je me lance en politique que j'ai le droit d'exploiter les gens, j'ai au contraire une vertu d'exemplarité. Et ensuite, l'autre étape, ce sera de continuer la lutte à travers judiciaire, de venir aussi de temps en temps ici, mais à chaque fois de remettre l'homme finalement au cœur, d'écouter, c'est ce qu'on fait toute la journée chez nous, et de continuer à faire ce qu'on sait faire. Liberté, 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 liberté. Ça fait sur les 8 ou 9 semaines, on a dû louper une seule semaine. Voilà, ouais. Et pourquoi vous insistez de venir? Parce que, je vais vous dire, j'ai 66 ans. J'ai jamais manifesté de ma vie, mais plus ça va, plus ça dégénère. Et quand je vois ce qu'on est en train de faire pour les générations qui viennent, puisque moi ma vie est pratiquement faite en partie, et je me dis mais c'est de la folie, on vit une folie. Je suis fils d'immigrés. Mon père est venu en France, il a eu le statut de réfugié politique rapidement, au bout d'1 mois. Et aujourd'hui, moi, je manifeste parce que on est en train de revivre ce que mon père a vécu dans son pays avant, quoi. Je ne suis pas quelqu'un, je vous dis, je me répète, je suis désolé. Ah non, moi, il a fallu que j'attende d'être à la retraite pour manifester pour la première fois de ma vie. Non, mais parce que là, on a affaire à des fous, c'est pas possible. Donc, ce sont des pensées, ce sont des pantins. Pour moi, ce sont des pantins qui sont dirigés par cette caste comment on les appelle, c'est cette caste de financiers. Donc voilà le problème. Le problème, il est là. Il y a quand même beaucoup de Français. Maintenant, la France a franchi 50 millions de personnes vaccinées première dose. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, moi, je vais vous dire, contre le vaccin, je n'ai pas de problème. Et je me serais bien fait vacciner, mais de la façon dont ils s'y prennent, ils m'ont pris la tête. Je me suis dit, voilà, tant que je pourrais, je ne me ferai pas vacciner. Et en plus, comme je vous dis, récemment, là, j'ai eu quelques soucis. Je me suis dit, si je me fais vacciner maintenant, ça va peut-être m'achever. Parce que moi, j'ai aucune confiance en leur vaccin. Vous savez, quand on sait maintenant avec les réseaux sociaux, puis il suffit de lire, d'acheter des livres, on s'aperçoit qu'on peut être au courant de tout ce qui se passe. Quand on voit que ce sont les financiers, les laboratoires qui gagnent des millions, mais comme on dit ici en France, choisis ton camp, camarade. Eux, ils ont choisi leur camp. Le camp de l'argent, ils gagnent des milliards. Donc, il y a une incohérence que moi, attendez, je n'ai pas fait leurs études, certainement, peut-être, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Voilà. Et de toute façon, je suis contre l'obligation vaccinale parce que c'est ma liberté de conscience, ma liberté de penser qui est en jeu. Pourquoi je suis là? Pour combattre contre ce gouvernement mondialiste qui cherche à se mettre en place et à nous écrabouiller tous autour de la planète. Moi, ça fait depuis bien longtemps que je sais que tout ça se met en place, parce qu'accessoirement, je suis quand même avocat aussi, près du barreau de Paris, et j'ai laissé tomber la profession il y a bien longtemps, pour des raisons qui étaient confuses au départ, mais je sentais qu'on n'était pas dans une société où le droit finalement pouvait s'appliquer pleinement. Et en voyageant loin dans le Pacifique, ça m'a permis de nacrer ma perle et devenir ce que j'avais envie de devenir. Aujourd'hui, je vis à travers ma couleur et personne ne me fait d'oppression. Je n'ai pas un ordre professionnel qui peut me diriger. Donc vous avez senti que la France n'est plus un pays d'état de droit? C'est vraiment affaissé, écroulé, surtout ces derniers mois. Là, c'est 1 an et demi qui vient de s'écrouler. Mais surtout, je l'ai remarqué en revenant vivre de ce côté-là du monde, quand j'ai traîné un peu
au palais de justice, enfin, quand il était encore boulevard du Palais, je me suis aperçue que le vernis n'y était plus du tout. Mais je pense que l'étincelle est toujours là. C'est un pays qui a toujours éclairé le monde. Et cette flamme, elle est quelque part là. Elle ne demande qu'à flamboyer de nouveau. Quand vous dites vous avez senti que le pays, il y a quelque chose qui est mis en place depuis longtemps. Comment vous avez senti ça? Comment vous avez su ça? Je l'ai senti quand j'ai même prêté serment à Paris devant la première chambre de la cour d'appel. J'ai prêté serment parce que le droit est noble dans son esprit, mais il est extrêmement vulgaire dans sa pratique. Et le jour où j'ai prêté serment, ma famille était là, ils étaient fiers parce que je devenais avocat au barreau de Paris. Mais moi, dans mon fort intérieur, je me disais, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée, ça va être un vrai combat. Je le savais déjà que la profession n'offrait déjà plus l'éthique et l'intégrité nécessaires pour exercer ce métier. Les soignants maintenant qui sont suspendus, est-ce que vous avez des conseils en tant qu'avocat ancien? Oui, il faut pas du tout qu'ils se plient en deux comme ça rapidement. Les conditions juridiques dans lesquelles c'est une intimidation en vérité, c'est une intimidation. Donc ne pas se faire piquer comme ça à la première pression, rester dans son travail, résister, prendre toutes les preuves et confronter. Les gens c'est ça le courage, il faut confronter le mal. Le collectif Soignants Unis, nous sommes là, nous serons soudés, nous allons intenter des recours en justice, des recours collectifs. Bravo au collectif Soignants Unis, bravo pour votre courage, vous avez le soutien unanime de la foule ici présente, bravo! Quel message vous voulez passer? Alors le message, Castex-Véran, c'est un jeu de mots en fait, parce qu'en fait vous ne le savez peut-être pas, mais il y avait un grand média autrefois, qui est Match, qui disait le poids des mots, le choc des photos. Donc j'ai fait un jeu de mots, Castex-Véran, le poids des mots, M-A-U-X, qui veut dire en fait de tout ce qui nous arrive de mal, et le knock des hostos. Knock, ça fait référence à un film ancien avec Louis Jouvet, où un docteur faisait n'importe quoi. Voilà, donc c'est un jeu de mots, c'est très français. La France est un endroit où on a le droit encore d'avoir de l'esprit. Voilà. Quel message vous voulez passer? Il y a deux messages. C'est arrêter le pass sanitaire tout de suite, qui ne sert à rien. Et puis dire à Macron que c'est un dictateur et qu'on en a marre. Suppression du pass sanitaire et liberté du choix vaccinal. En tant que grand-père, en tant que parent, je manifeste non pas pour des libertés pures, mais pour le bien commun de mon pays, le bien commun de la société où je vis. Donc ce n'est pas une liberté de libertaire, je fais ce que je veux parce que je le veux. C'est une liberté pour redonner un sens à la vie, je dis bien un sens à la vie, à tous mes concitoyens, à vous, à votre caméraman. Et j'estime que les mesures ne sont pas proportionnelles au danger, elles sont tyranniques. Je dis bien tyranniques. Nous vivons dans une tyrannie. Et les opposants à ce projet ne sont pas considérés avec le respect qu'on leur doit dans la presse, dans les médias, par le gouvernement. Donc je pense que c'est un acte de rébellion contre une mainmise du débat et contre le bien commun de tous les gens qui vivent en France. Voilà, c'est tout, j'ai tout dit, je ne veux pas en dire plus. Et sinon, en fait, selon vous, pourquoi il y a quand même 50 millions de Français qui sont vaccinés pour au moins une dose? Vous le savez aussi bien que moi. Beaucoup de gens hésitaient, mais on leur a dit c'est ça ou la perte de votre emploi. C'est ça, vous êtes considérés comme des parias. Les gens ont eu peur. Je ne pardonnerai jamais à nos autorités d'avoir joué sur la peur. La peur est bonne conseillère pour éviter les grands dangers. Elle n'est pas bonne conseillère pour une société. En jouant sur cette peur, on empêche les vieillards de voir leurs enfants, leurs petits-enfants,
et on empêche les gens de trouver sens à leur vie. Je trouve ça dramatique. Je refuse d'être réduit à un code, d'avoir à présenter partout patte blanche. Pendant des années, il y a eu bien des maladies, on n'a jamais fait ça. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'il y a un nouveau virus, on contrôlerait les gens sous prétexte qu'ils sont porteurs ou pas, ou ils sont vaccinés ou pas. Ça n'a jamais été fait pour aucune autre maladie. Et c'est pas parce qu'on a les moyens technologiques de le faire que c'est bien. Si la raison c'est pour sauver la vie, est-ce que vous êtes d'accord? Il me semble qu'il y a un certain nombre d'études scientifiques qui ont montré que le pass sanitaire n'avait rien à voir avec le fait de sauver des vies. Donc même pour sauver des vies, en fait, il y a un problème de définition sur ce que c'est la vie. Vivre, c'est pas seulement être en vie. C'est pouvoir se promener, pouvoir évoluer librement dans la société. Si vivre, c'est juste être enfermé et contrôlé partout pour, entre guillemets, que les gens restent en vie, bah, c'est pas ça la vie. Vous êtes enseignant, c'est ça? Oui, je suis enseignant. Et qu'est-ce que vous voulez exprimer? Je voulais exprimer, je dirais, mon inquiétude, mon étonnement de la part de gens qui sont très cultivés, qui ont des diplômes, de cautionner la politique de mensonge et de ne pas croire le réel, d'être dans le déni du réel, d'être à ce point hermétique à toute vérité et à toute compassion vis-à-vis de la souffrance de notre peuple. Nous sommes entrés dans une véritable dictature où on ne permet pas aux gens de choisir d'être vaccinés ou non. Et on leur dit qu'ils ont le choix, mais en réalité ils n'ont pas le choix, puisque le pass sanitaire et la présentation d'un QR code les obligent à se faire vacciner s'ils veulent reprendre une vie sociale normale. Et ça n'est pas possible en démocratie. En plus, personnellement, j'ai perdu un frère en avril 2020, mais il n'est pas mort. Il est mort du Covid, bien entendu, mais surtout de non-assistance à personne en danger. Il a été renvoyé chez lui avec du Doliprane. Et aucun médecin n'avait le droit de prescrire autre chose. Ça n'est pas normal dans une démocratie. Dans une démocratie, un médecin fait ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Et quand il fait ce serment d'Hippocrate, il doit tout essayer pour sauver la vie de son patient. Or, les médecins n'ont pas pu faire ça, puisque les médecins ont été entravés dans leur possibilité de prescrire des médicaments. La seule chose qui était préconisée, c'était le Doliprane. Et quand ils arrivaient ensuite dans les hôpitaux, c'était trop tard. Ils devaient être entubés. Et comme il n'y avait pas assez de place, parce qu'il faut savoir qu'en France, on a quand même fermé des milliers et des milliers de lits. En plus, il faut savoir que pendant que mon frère était à l'hôpital en avril 2020, les soignants n'avaient ni gants, ni masques, ni charlotte, ni protecteur pour les pieds, ni ils avaient des sacs poubelles en guise de blouse médicale. Eh bien, ceux qui étaient testés positifs au Covid ont été sommés d'aller travailler. Qu'ils faisaient applaudir cyniquement il y a 18 mois aux fenêtres, les mêmes qu'ils condamnaient au sac poubelle parce qu'il n'y avait pas de blouse et pas de gants et pas de masque, les mêmes à qui ils demandaient de venir travailler même s'ils étaient positifs. Souvenez-vous de ça. S'ils ne venaient pas travailler, même positifs, ils étaient mis à pied. Aujourd'hui, même négatifs, ils n'ont pas le droit de venir travailler, sinon ils sont mis à pied. Vous voyez bien la folie dans laquelle nous sommes entrés. Bah, vous savez, des gens qui sont jamais d'accord, il y en a partout, quoi. Mais bon, là, on n'a pas le choix. On a eu de la chance en quelque temps, grâce quand même au progrès technique, on a eu de la chance d'avoir un vaccin qui a quand même été fait dans un record tout à fait phénoménal. Et on a eu justement, donc il fallait vacciner tout le monde. Et là, bon, ça le prouve, hein, les hôpitaux sont plus saturés. Là, le mois de septembre, on n'a pas eu besoin d'être confinés. Les entreprises, ça tourne de nouveau, ça réembauche. Faut savoir qu'au démarrage, au niveau de la vaccination en France, on était parmi les plus mauvais.
Puis bon, la France a toujours un handicap, c'est au démarrage. Mais dans ce pays, une fois que ça démarre, ça démarre. Et puis bon, pour une fois, il faut reconnaître que M. Macron, qui n'a pas toujours des bonnes idées, bah là, il a instauré ce système. Et puis du coup, quasiment tout le monde a été obligé d'être vacciné. Et puis du coup, là, au mois de septembre, pas de confinement, l'économie redémarre, quoi. Voilà. Et concernant les effets secondaires, est-ce que vous avez aussi des inquiétudes? Bah, les effets secondaires, j'en ai eu. J'ai eu une première dose où j'ai eu mal au bras. J'ai eu mal au bras gauche. La deuxième fois que j'ai été vacciné, j'ai eu de la fièvre. C'est arrivé, si je ne vous dis pas de bêtises, au bout de 24 heures après. Mais après, tout allait bien. Voilà, quoi. Donc, moi-même, je suis fils de médecin. Mon père a fait partie des premiers vaccinés en France. Là, au mois de septembre, il vient d'avoir sa troisième dose. Bah, faut y aller quoi. Faut y aller. Faut pas traîner. On peut pas se permettre de rester dans ce micmac continu de confinement, de reconfinement. Comme dit, l'État français a emprunté énormément d'argent grâce à nos collègues des pays européens nordiques. On a pu emprunter de l'argent. Maintenant, il faut qu'on rembourse. Donc, il faut que l'économie tourne. Donc, on est obligé de se faire vacciner, quoi. Que pensez-vous des manifestations anti-pass? Oui, je pense que oui, c'est la liberté, c'est le pays qui vous pouvez manifester pour tout. Mais mon opinion propre, donc ce pass sanitaire, c'est obligatoire. C'est obligatoire comme en époque, on avait les autres épidémies et on était obligé d'être vaccinés. Donc ça, c'est aussi, si le plus vite possible qu'on soit tous vaccinés, donc ce soit bien pour nous, pour notre santé. Donc on est là maintenant on est dans danger parce que les jeunes manifestent, ils ne portent pas les masques, ils contre le pass sanitaire, mais je pense qu'une unique solution pour éviter la maladie, donc c'est pass sanitaire, c'est vaccination totale. Voilà. Et vous n'avez pas peur des effets secondaires? Oh ben vous savez, c'est trop rare. Même s'il existe, donc c'est parce que les gens, ils ont les maladies, les autres maladies. C'est pour ça. Vous savez, oui, je sais que pour l'instant, ce n'est pas beaucoup expérimenté, mais il faut commencer. Si on ne commence pas, on ne va pas éviter. On ne va pas éviter la maladie. Est-ce que vous les comprenez? C'est-à-dire pourquoi ils insistent? Leur droit de liberté? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que si par exemple, l'État, il fait tout, ce n'est pas que cet État-là, c'est tout le monde. Tout le monde. S'ils font tout pour nous, ils dépensent l'argent pour les vaccinations, pour tout. Les sécurités sociales font ça gratuite. Donc, je ne vois pas leur raison pourquoi manifester. Pourquoi ne pas faire vaccination. Et comment vous pensez les manifestations contre le pass sanitaire? C'est un droit d'expression. Libre à chacun de s'exprimer, libre à chacun de se vacciner ou pas. À partir du moment où ce n'est pas une obligation légale, les gens ont encore le choix de se vacciner ou pas. Mais la vaccination est pour moi quelque chose pour le bien de tout le monde. Donc pour cette raison, je me suis vacciné, ma femme est vaccinée. Et si mes enfants doivent se vacciner, ils seront vaccinés. Pour le bien de la collectivité, afin de préserver nos plus anciens. Et est-ce que vous avez des inquiétudes quand même pour les effets secondaires? Oui, puisqu'on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas les 10 ans d'études nécessaires par rapport aux autres vaccins. On a un vaccin qui est une nouvelle technologie, qui n'a que 1 an d'application. Moi j'ai 50 ans passés, donc j'ai fait le choix de me vacciner en âme et conscience. Je me poserai sérieusement la question pour mes enfants, puisqu'on ne sait pas quels sont les risques aujourd'hui à long terme. Mais si c'est pour le bien de la communauté, eh bien mes enfants seront vaccinés également. Et si jamais dans quelques années, on découvre qu'il y a des effets secondaires graves, est-ce que vous regretterez? Je le regretterai pour moi, je ne le regretterai pas pour les personnes que j'ai contribué à protéger. Mes parents sont âgés, souffrants. Je préfère être vacciné pour les voir, plutôt que refuser de me vacciner et leur imposer la solitude. C'est un choix de ma part. Et que pensez-vous des mesures, par exemple, obligatoires, vaccination obligatoire pour les soignants? Je pense que
au regard de certaines professions qui sont en contact direct avec la maladie et qui baignent dans cette maladie, l'obligation vaccinale est quelque chose de très contraignant qui peut aller contre la décision de chaque individu, mais c'est quelque chose de nécessaire. C'est-à-dire pour les soignants non vaccinés sont suspendus de leur poste? C'est une mesure qui est coercitive, qui est grave, qui a des conséquences lourdes pour les gens qui, par conviction, ne veulent pas se vacciner, mais c'est la loi. Est-ce que vous pensez peut-être qu'il y a d'autres façons de faire, peut-être plutôt plus acceptables pour eux? Vous savez, il y a toujours le dialogue et la conviction qui portent ses fruits. Toutefois, ici vous êtes en France et par habitude, les Français ont toujours l'habitude de contester l'autorité. On reproche d'abord aux dirigeants de ne pas mettre en œuvre les mesures nécessaires pour nous protéger. Et une fois que ces mesures sont mises en œuvre, on râle parce qu'on n'est pas content. Donc notre habitude, à nous autres Français, c'est de râler tout le temps. On n'est jamais d'accord, c'est comme ça. Donc, en fait, vous ne les comprenez pas, leurs demandes? Si, je les comprends. Je comprends parfaitement qu'ils ne soient pas d'accord. Je comprends. C'est une opinion qui est différente de la mienne. Je la respecte. À partir du moment où il y a un texte de loi qui l'oblige, pour certaines personnes et pour certaines professions, eh bien on se plie à la loi et on se conforme à la loi. Montrez-leur ce qui se passe en Israël, où ça explose, où ils attendent la 3e et maintenant la 4e dose. Nous devons, en particulier en ces temps d'accélération, exiger la transparence totale sur les effets secondaires des vaccins qui obligent certaines professions à se faire inoculer. Vous participez depuis longtemps? Depuis le 17 juillet. J'ai fait la première manifestation dès l'annonce d'Emmanuel Macron et je n'arrête plus depuis samedi, tous les samedis, parce que je suis totalement contre ce pass sanitaire. Mon métier me permet de savoir que je suis chercheur et je sais que c'est un échec total, un échec en Israël, et on nous l'impose alors que ça ne marche pas. Et en plus, on tait tous les effets secondaires. C'est pratiquement une omerta sur les effets secondaires et ça devient scandaleux. C'est complètement illégal. C'est une dérive totalitaire insupportable. Pour les 50 millions de Français qu'ils ont déjà vaccinés? Alors d'abord, c'est pas vrai. C'est 50 millions avec une seule dose. Avec 2 doses, il y en a probablement 40, 42, 43. Il y a énormément de gens qui ne veulent pas faire la deuxième à cause des effets secondaires qu'ils ont eus. Et puis de toute façon, ils ont été forcés de le faire. Ce n'est pas du tout un choix volontaire. On nous fait chanter purement et simplement, c'est comme ça que ça s'appelle. Blackmail, voilà ce qu'ils nous font. Et donc les gens, on fait chanter les gens en les virant de leur job, en leur empêchant d'aller partout. Donc on les fait chanter et on fait croire qu'ils sont contents d'accepter ça. Ils n'acceptent pas, ils cèdent, c'est tout. Et il y a des gens qui ne cèdent pas. En tant que chercheur, quelle est votre observation des informations circulées? C'est effrayant. Tout est occulté. Systématiquement, tout est occulté. Des grandes publications. Il y a eu une publication dans Lancet disant que les anticorps produits par ce vaccin durent à peine 2 mois. Ça devrait faire la une et intéresser le pouvoir. Pas du tout. C'est occulté totalement. Vous avez participé à toutes les manifestations? Alors depuis le 14, le fameux appel de Macron, le fameux discours de Macron du 12 juillet, je les ai fait quasiment toutes sauf une, ouais. Et pourquoi vous insistez anti-pass? J'insiste tout simplement parce que je pense que ça va être un travail de longue haleine et qu'il va falloir être là malheureusement le temps qu'il faut jusqu'à désactivation totale du dispositif. Donc si ça dure 2 mois, eh bien ça va durer 2 mois. Si ça dure 6 mois, malheureusement, il faudra être là 6 mois. Pour ce genre de considération au regard des libertés qu'on nous enlève, on ne peut pas se permettre de dire on se bat 1 mois et puis après on rentre à la maison. On ne peut pas se permettre. C'est le combat Moi, je considère que c'est le combat d'une vie. J'ai commencé à manifester au mois de juillet. J'avais jamais manifesté de ma vie auparavant. C'est la première fois. Par contre, je suis là tout le temps en estimant que j'estime que c'est le combat de ma vie. Je gère ce problème
Et ensuite, je repartirai avec mes proches, ma famille, reprendre un cours de vie normal. Mais en ce moment, c'est beaucoup trop grave pour se poser à la maison. On n'a pas le droit de le faire, selon moi. Pour nous faire accepter l'inacceptable. En 2020, on était acclamés et sacrifiés, et en 2021, on se retrouve suspendus, sans salaire, sans pouvoir même exercer. Je suis professeur de droit à l'université de Paris 12. Voilà. Et alors je suis hostile à ce qui est en train d'être instauré en France, parce que c'est une forme de dictature comparable à celle qui existe en Chine populaire. Le pass sanitaire en particulier est un moyen d'établir un contrôle social, même au-delà des questions sanitaires. C'est un moyen de contrôler la population qui va à l'encontre de toutes les libertés fondamentales que notre civilisation a défendues depuis des milliers d'années. Donc pour cette raison, je suis très hostile à cette mesure. Et quant au vaccin, il est dangereux et c'est de surcroît un moyen de contraindre les gens. Et on ne connaît pas les effets secondaires du vaccin, ni à moyen terme, ni à long terme. Et à court terme, on sait déjà qu'il y a des effets toxiques. Donc malheureusement, on est en présence d'une politique à caractère criminel qui vise à prendre en otage la population et qui vise aussi à mettre en place un régime totalitaire. Et le peuple n'arrive pas à le comprendre, même s'il y a un début de mobilisation. Voilà à peu près l'essentiel de ce qu'on peut dire en ce moment. Pour vous, la France est sur le chemin vers la Chine communiste? Hélas, oui. Malheureusement, la France et beaucoup de pays européens est en train de changer de société sans même s'en rendre compte pour aller sur le chemin du contrôle social permanent. Et d'autant plus grave que l'État est aux mains d'un certain nombre de groupes de pression qui n'ont que l'argent pour seule valeur et qui sont indifférents au bien et au mal, au vrai et au faux. Donc c'est la pire dictature qu'on puisse imaginer. Et depuis 10 semaines, en fait, depuis 10 semaines, il y a des manifestations où vous participez tous les... Je participe alors effectivement depuis plusieurs semaines à ces manifestations et j'ai mis un gilet jaune en hommage à ceux qui ont résisté avant nous à l'oppression. Pour les soignants qui sont suspendus de leur poste, quel est votre conseil? Mon conseil, c'est de tenir bon et de faire valoir tous les moyens de droit possibles et d'être le plus nombreux possible à résister, parce que la seule chose que respecte le pouvoir, c'est la force. Il ne respecte ni le bien, ni le mal, ni le vrai, ni le faux, il respecte exclusivement la force. Donc tout est rapport de force pour eux. Inutile de faire appel à leurs sentiments, ils n'existent pas. Donc il faut qu'ils soient le plus nombreux possible, et là, ils seront obligés d'abandonner. C'est la 5e fois. La 5e fois. Pour défendre la liberté. Parce que les êtres humains ne sont pas des animaux, ils ne doivent pas être pucés, répertoriés, numérisés, comme on nous demande de le faire aujourd'hui. C'est inadmissible. C'est la plus grosse révolution de toute l'histoire de l'humanité. C'est la perte totale de la liberté de conscience. C'est très grave. Okay. C'est seulement en France la liberté en danger ou c'est plutôt une tendance mondiale? Oui, mondiale parce qu'il y a un ordre mondial qui essaye d'émerger en écrasant les particularismes, en écrasant les libertés de chaque peuple. Donc on les retrouve, les chefs d'État en général, d'une manière générale, appartiennent tous à une sorte de caste ou de clan qui veut créer ce qu'ils appellent une gouvernance mondiale, c'est-à-dire étrangler totalement la liberté de parler et la liberté de penser et d'agir. C'est très grave. Est-ce que c'est la France qui est allée encore un peu plus loin par rapport aux autres pays européens? Peut-être que oui, parce que la France, ou plutôt les dirigeants français, veulent être les bons élèves du mondialisme. Je vous prie d'encourager et vous pensez que les efforts des peuples ici peuvent fonctionner? Au moins, c'est un acte de résistance pacifique, mais au moins faire acte de présence, venir, montrer qu'on n'est pas d'accord, c'est déjà un premier pas pour changer les mentalités. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent dans les immeubles autour et donc ils se disent « Ah oui, quand même, il y a des gens qui disent non ». Et faire preuve de courage dans une situation, c'est donner l'exemple et c'est inciter les autres à être également un petit peu courageux. C'est important, je crois.
Et selon vous, pourquoi? Parce que vous pensez que la liberté en France est en danger. Mais il y a aussi beaucoup de Français vaccinés qui sont pour le pass sanitaire. Ils pensent qu'ils retrouvent leur liberté. Oui, mais c'est une illusion. On vous coupe un bras et on vous dit, si on vous coupe un bras, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Et les gens, ils acceptent l'idée de se faire amputer, couper un bras pour, entre guillemets, retrouver leur liberté. C'est une illusion. En vérité, il n'y a pas à négocier la liberté. Notre liberté s'arrête là où on empiète sur celle des autres, évidemment, mais la liberté, c'est un principe qui est sacré. Je veux dire, c'est génétique chez l'être humain. Et quel message vous voulez passer? Mon message principal, c'est de dire qu'on est gouverné en France par des gens qui veulent transformer les Français en esclaves mentales. Ils veulent les contrôler, ils veulent les dresser, comme on dresse des animaux, font du dressage. Il y a un vieux jeu en France qui s'appelle Jacadie. On dit Jacadie debout, on doit se dire debout. Jacadie assis, on doit s'asseoir. On doit obéir quel que soit l'ordre. Plus c'est absurde, plus on doit obéir. C'est ce qu'on apprend quand on est un jeune soldat. Pendant 2 mois, on fait du dressage. Ils veulent nous domestiquer comme des animaux. Voilà, ils veulent nous habituer à obéir à des ordres absurdes. Comme en Chine, dictature? Probablement, je ne connais pas la Chine, mais d'après ce que j'ai entendu dire, ça ressemble beaucoup à ça. En tout cas, c'est sur la voie, on est sur la même voie, tranquillement. Résistance, résistance. C'est une radio culturelle libre, qui s'appelle Radio Courtoisie. On peut l'écouter dans le monde entier sur radiocourtoisie.fr. C'est la première radio culturelle française, entièrement libre, aucune subvention, aucune publicité. Pour vous, c'est important que vous soyez là? Oui, c'est très important. Très important pour mes enfants, pour mon fils, pour mes petites filles, et pour montrer à tout le monde que nous ne sommes pas tous des chiens domestiqués. Je crois que nous sommes le seul pays au monde qui interdise à la population d'aller boire un café sans passe sanitaire. D'accord? Alors je ne sais pas, même dans n'importe quel pays d'Europe ou d'Asie, ce n'est pas le cas. Ou d'Afrique, nulle part ailleurs. Et en France, le pays des droits de l'homme, la Révolution française, on nous interdit les droits les plus élémentaires. Voilà. On a eu avant un couvre-feu à 18 h le soir, pareil, le seul cas au monde où on avait eu un couvre-feu si tôt. Et là, on a une privation des libertés comme nulle part ailleurs au monde. Voilà, c'est pour ça que je suis ici, entre autres. Je suis venu pour défendre les valeurs de la France, cette France éternelle, cette France des Lumières qui est en plein déclin. Cette France éternelle qui nous a donné une fraction de son éternité qui est vraiment au plus bas du chaos. On est dans une dictature. Elle a peut-être pas le visage de la dictature, mais c'est une dictature insidieuse qui rampe. Mais en fait, c'est une dictature qui est menée par les grands trusts, les grands laboratoires, le fric international. Et ça, c'est insupportable. Ce qu'on veut, c'est une France libre. C'est absolument insupportable de voir qu'on est obligé d'avoir des passes sanitaires. Il y a des Français qui ont le droit d'aller au restaurant, qui ont le droit d'aller au cinéma parce qu'ils ont un pass sanitaire. Et ce n'est pas les moins contagieux. Et il y en a d'autres comme moi qui refusons le pass sanitaire, qui sont des parias, comment dirais-je, des lépreux, des nouveaux lépreux. Et ça, c'est vraiment insupportable. C'est pas digne de la France. La France, là, alors que c'était la France des Lumières qui a éclairé le monde par ses artistes, par ses poètes, par ses musiciens. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue?